Nous allons écouter à présent donc Yorgos Dimitriadis, qui sur la fonction phallique est-elle toujours opératoire. Donc Yorgos Dimitriadis est professeur en psychopathologie ici, donc au CRPMS. Il est psychiatre, psychanalyste à l'association lacanienne internationale. Il a écrit en particulier Psychogénèse et organogénèse en psychopathologie. Et il a été co-directeur d'un volume Trauma et créativité en 2021 et auteur de nombreux articles par ailleurs. Yorgos. Merci Anne. Bien, bon, peut-être je vais reprendre les choses, peut-être depuis un autre angle. Je vais parler aussi de l'homme érisé, de la femme érisée, de l'homo erectus, de l'os. Peut-être, pas de l'os, peut-être de la psychanalyse, mais aussi de ce que ça peut être la partie la plus structurale de nos concepts. Parce que je pense qu'effectivement, les psychanalystes, nous sommes invités actuellement à s'interroger sur nos concepts fondamentaux, et notamment en ce qui concerne la différence de sexe et la fonction du phallus. Donc, si la famille nucléaire a pu pendant longtemps faire la jonction entre la sexualité et la transmission, son déclin vient nécessairement interroger la place de cette jonction, laquelle de nécessaire devient de plus en plus contingente. Selon Marcel Gauchet, dans son article « La fin de la domination masculine », la domination des femmes par les hommes est en lien intime avec les religions. La domination de Dieu. La religion venait donner une explication à l'invisible qui est la dimension du langage introduit pour l'humain. L'invisible était bien ce qui pouvait donner âme au corps, forme au phallus, pouvoir d'enfantement aux femmes, transmission d'une génération à l'autre à travers la culture au-delà de la nature. L'invisible est ce qui fait aussi que nous ne sommes pas transparents en nous-mêmes, que nous avons un inconscient source aussi de transmission. La religion est devenue, à l'ère du monothéisme, de plus en plus patrocentrée et s'est perpétuée en tant qu'organisatrice de la transmission culturelle pendant plusieurs millénaires et jusqu'au début de la fin du patriarcat durant les années de 70. La différence sexuelle était nécessaire dans ce dispositif car elle mettait l'institution familiale à son centre en tant que moyen de transmission à travers des pratiques sexuelles bien cadrées afin de servir à la reproduction. Mais rien ne permet d'affirmer qu'actuellement, où ce ne sont plus les religions, mais comme le dit encore Marcel Gauchet, les politiques qui régissent notre vie en société, que la différence sexuelle reste la pierre angulaire de la société. De plus, l'empirisme scientifique a changé la donne quant à la place de l'invisible avec l'idée, qui est fausse par ailleurs, qui est l'idéologie scientifique, comme le dit Georges Canguilhem, qu'on pourrait rendre tout visible, qu'on pourrait tout savoir. Les avancées technoscientifiques avec la contraception, la maîtrise de la reproduction par les techniques médicales, l'érection médicalement assistée, les traitements de changement de sexe et la libération de la sexualité de la contrainte de la présence de l'autre corps par le biais de la pornographie, par le sexe virtuel aussi, ont changé notre manière de concevoir la sexualité. Qu'en est-il encore alors de la différence sexuelle et de la fonction phallique de nos jours? Doit-on réviser nos concepts comme Freud et Lacan l'ont fait à leur manière tout au long de leur parcours? Et si c'est le cas, comment la logique de la structure du langage, qui impose une dissymétrie de place, pourrait nous instruire là-dessus? Dans son livre « L'homme sans gravité », livre qui date, je le rappelle, de plus de 20 ans, Charles Melmont, interviewé par Jean-Pierre Lebrun, parle de manière fort étonnante et prémonitoire à ses propos. Je le cite.
qu'il y ait trou dès par le langage ne condamne pas forcément la créature à faire que ces trous concernent les sexes. Et la différence des sexes n'est pas forcément liée à la castration. Et il se demande si le fait que le signifié soit sexuel est un effet de notre religion ou un effet de la structure, et ajoute qu'il aurait tendance à dire que c'est un fait de la religion. Et à la suite de la question de Jean-Pierre Lebrun, à savoir si Freud a désigné par l'inconscient la manière dont les humains s'arrangent pour transmettre l'hétéro qui leur est spécifique, il répond que ceci pourrait n'être qu'une modalité. Et il ajoute que Lacan, de son « il n'y a pas de rapport sexuel », n'en faisait pas une fatalité, qu'il faudrait probablement incriminer les monothéismes dans cette cassure. Cela nous amène à supposer, dit-il, un temps où la castration n'était pas garante du désir et où le désir n'était pas du semblant, où il n'y aurait pas eu semblant d'homme, semblant de femme. Alors, donc, je vais parler de ces temps et du comment le phallus soit pu être considéré comme étant un signifiant d'exception à partir de l'organe, c'est-à-dire du pénis, auquel il renvoie de manière pourtant très imparfaite. C'est justement Lacan qui a pu faire une distinction nette entre les signifiants et l'organe, comme mes collègues viennent d'expliquer. À cet égard, je vais prendre en considération l'absence d'os pénien chez l'homme, car elle peut donner un point de départ pour questionner la valeur du pénis en tant qu'organe qui donne sous la forme d'érection les phallus. Alors, presque dans tous les mammifères, à l'exception des singes araignées, on trouve un os de taille variée qui sert à l'érection du pénis, tandis que pour l'homme, le même effet se produit par des moyens seulement hydrauliques. Il se peut que ce soit la perte de cet os, donc, je peux parler de l'Homo erectus, donc, qui a donné l'imaginaire nécessaire au mythe de la Genèse, selon lequel Ève a été créée par la côte d'Adam. Le substantif en hébreu tsela, T-Z-E-L-A, a été traduit comme côte. Ces mots en hébreu pourraient effectivement signifier la côte au niveau costal. Mais les mêmes mots en hébreu donc, pourraient être utilisés pour indiquer les supports d'une structure. Il est donc possible que ce soit la perte d'un os, servant de support au pénis, qui a donné l'imaginaire nécessaire pour les mythes de la Genèse, selon lesquels Ève a été créée par la côte d'Adam. Et je dois cette trouvaille à Gisèle Saboudès, qui a cité un article de Scott Gilbert et Dionys Evitt, dans lequel ces auteurs, respectivement biologistes et spécialistes de la littérature biblique, ont soutenu qu'il est bien plus probable que c'était l'os pénien d'Adam qui a été enlevé pour créer Ève. D'ailleurs, je fais une petite recherche chronologique et je trouvais que la date d'apparition du langage chez l'humain, et plus précisément le proto-langage de l'Homo erectus, coïncide avec la date supposée de la disparition de l'os pénien 1,9 million d'années auparavant. Cela a impliqué probablement un tout autre rapport entre les hommes et les femmes qui avaient assez parlé et de manière plus générale assez socialisé dans les cellules comme des familles pour perpétuer l'espèce par une sexualité qui n'était plus saisonnière. Tout cela pour dire que le langage et le pénis, c'est l'humain, partagent une très longue histoire dans l'imaginaire, le symbolique et le réel, que je vais essayer de développer un peu par la suite. Ça va? Tout va bien? L'étymologie du mot phallus en grec vient d'une racine indo-européenne qui signifie le gonflement. En latin, entre les mots mentula et fascinus, pour pénis et phallus respectivement, il y a la fascination par l'effet de l'érection.
Cet effet implique que l'organe mâle n'est pas égal à lui-même selon les circonstances et il porte l'idée de la négativation, du discontinu et de la mort de l'objet par l'effet du symbolique. On parle d'ailleurs du petit meurt pour l'état après l'orgasme. Cette négativation se renforce du fait que les pénis manquent, du moins en ce qui concerne l'observation superficielle, à une moitié des humains et par ces biais entre à son tour dans les jeux de l'image narcissique. Ainsi, il vient marquer celle-ci d'une absence, d'une incomplétude, et ce manque peut orienter les désirs aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le pénis en érection a des capacités récréatives, ça va, du fait de l'effet de jouissance et procréative, du fait de sa capacité de fécondation. Et cela, de manière mystérieuse, d'où aussi sa place aux divers mystères, dont les phallophories, qui étaient des cortèges promenant les phallus en procession en Grèce antique, et les rituels d'initiation des fresques de la villa de Pompéi. Et tous ces deux rituels concernaient les filles pubères. Donc, toutes ces capacités fascinantes du phallus renvoient aux particularités du langage et notamment du fait de sa qualité d'équivoque, d'altérité par rapport à lui-même et de transcendance. Donc, si le pénis a un fonctionnement si homologue au langage, c'est sans doute en rapport avec ses capacités de transformation érectile qui est de surcroît jouissive et qui connaît la limite de la détumescence avec la période réfractaire qui la suit. Jouissance limitée qui renvoie à la jouissance liée au langage que Lacan a nommée phallique. Le pénis subit aussi des limitations par les effets du langage. Impuissance et éjaculation précoce sont autant d'incidents qui renvoient à l'aspect contingent du réel de cet organe qui n'arrive pas à être dompté. C'est d'une certaine manière la particularité de sa chair du fait qu'elle subit plus que d'autres organes les effets du langage, surtout au moment où il s'agit justement de tenter de joindre le deux sexes par la copule, que cet organe prend la valeur en tant que signifié d'être, selon l'expression de Lacan, le cercle réel qui vérifie quoi que ce soit. Je parcourus donc rapidement certains effets symboliques, imaginaires et réels du phallus en mettant l'accent sur l'absence, les manques et la limite. Et c'est cette limite qui a été attrapée par les religions monothéistes qui l'ont scellée même par une circoncision en tant que marque de la castration symbolique, à savoir sa soumission à l'ordre patriarcal. Les hommes sont ainsi appelés à être les serviteurs et l'instrument de Dieu et à participer à sa création, et ils doivent déployer de manière constructive la matière brute dont ils sont les dépositaires. La limite naturelle et l'interdiction se joignent à ces niveaux, mais comme on voit par la récupération, historiquement, anthropologiquement, repérable d'un fait biologique lié à la fois à l'absence de l'os pénien et à une capacité langagière par des signes phonétiques et autres de l'Homo erectus. Capacité qui a été propulsée considérablement par des aptitudes syntaxiques de l'Homo sapiens, qui ne sont pas sans évoquer par ailleurs la copule entre les mots et les propositions logiques. Je rappelle que Lacan clôture son texte de 1958 sous la signification du phallus en disant que la fonction du signifiant phallique débouche ici sur la relation la plus profonde, celle par où les anciens y incarnaient les nous, c'est l'entendement en grec, mais Lacan l'écrit en grec, et les logos.
C'est aussi la raison pour laquelle la théorie qu'on a sur les phallus renvoie de manière peut-être mythologique, mais certaine, à la théorie qu'on a sur les langages. Mais posons-nous à nouveau la question. Est-ce que la primauté du phallus est un fait de structure? Ou est-ce qu'elle a marqué depuis plusieurs millénaires l'humanité du fait du patriarcat? Ainsi, elle aurait pu être récupérée par l'inconscient avec la castration, l'imago de la mère phallique, l'envie du pénis et l'Édipe, ainsi que d'autres mythes qui rendent compte de l'intervention d'entière dans la relation mère-enfant. Si c'est le cas, que devient la fonction phallique dans des sociétés où le patriarcat est en train de reculer, et quid de la théorie psychanalytique qui voudrait rendre compte des phénomènes qui en découlent? La tragédie de l'Édipe a servi à Freud de mythe pour saisir ses constats cliniques sous les plans de la théorie et sauver un bon névrosé mésénial, l'imago du père qui était déjà à son époque en train de décliner en laissant des traces de névrosé derrière elle. Nous pouvons se demander si le recul actuellement massif du patriarcat au monde dans certains pays aura comme effet l'effondrement de la primauté du phallus et la transformation de la clinique qui compte sans doute beaucoup moins de névrosés qu'au XXe siècle au profit de nouvelles pathologies psychiques. Doit-on alors réviser nos concepts afin de rendre compte de ces pathologies? On a évoqué tout à l'heure la jouissance de l'autre, par exemple. Et si c'est le cas, comment la logique du langage, qui, quant à elle, a peut-être des qualités invariantes, pourrait nous instruire là-dessus? C'est justement la psychanalyse lacanienne qui me paraît avoir les utiles conceptuels pour arriver à cette fin. Jean-Pierre Lebrun donc, a commenté les tableaux de la sexuation, donc je n'aurai pas à revenir longuement sur les deux logiques différentes de deux côtés du tableau. Remarquons que Lacan commence au début des années 70, c'est-à-dire en fait juste après mai 68, à parler de la fonction du phallus ou de la fonction phallique, tandis que jusqu'alors il utilisait plutôt les termes de signifiant phallique et de signification phallique. Et je pense que ce changement de nomenclature, il a fait parce qu'il a souhaité se démarquer encore plus d'une logique qui risquait de faire entendre une binarité entre l'avoir et l'être, les phallus. Les termes de fonction qu'il emprunte surtout à la logique de Frege est l'écriture d'un rapport d'éléments appartenant à des séries disjointes qui correspondent aux deux logiques différentes du signifiant. D'un côté, il y a la fonction de l'universel, liée entre autres à la fonction mythique du père, et de l'autre, la fonction du singulier, du cas par cas, qui, quant à elle, est illimitée. Mais illimitée, ça a été souligné donc à plusieurs reprises aujourd'hui, tout en prenant en compte, tout en se référant à la fonction du côté gauche, et de même pour le côté gauche vis-à-vis du côté droit. C'est-à-dire que la fonction signifiante a une visée universalisante, malgré le fait qu'elle échoue dans son intention d'universaliser, puisqu'une nouvelle donnée réelle peut falsifier une proposition qui se veut universelle. Ainsi, hommes et femmes en tant qu'option d'identification sexuée valent comme des semblants, et à ce titre, ces identifications peuvent concerner le deux sexes, ici au sens anatomique, identifications qui peuvent conditionner des choix sexuels variés, hétérosexuels ou homosexuels. Lacan avait proposé déjà en 1960 pour les hommes un mode de jouir fétichiste parce qu'il cherche, c'est les partenaires, le détail qui leur renvoie à leur objet petit a, tandis que pour les femmes, la jouissance serait érotomaniaque, c'est-à-dire qu'il existe que les partenaires parlent et aiment. Les êtres parlant anatomiquement homme ou femme, hétérosexuels ou homosexuels, peuvent s'inscrire d'un côté ou de l'autre du tableau, selon les modalités de leur jouissance propre, selon la manière de se positionner dans les dires, et pourtant, il n'y a que deux places asymétriques. C'est l'exercice de l'affirmation d'une parole du côté gauche
et l'exercice qui consiste à en être l'adresse de l'autre. Si Lacan lie la féminité à l'altérité, c'est pour indiquer ce qui échappe à l'affirmation, c'est-à-dire à l'énonciation par les signifiants, mais qui en même temps est la structure du langage. Ça a été souligné d'ailleurs tout à l'heure par Claude Noël Pickman, je crois. C'est le lieu radicalement autre, le lieu hétéros en grec, de la structure langagière qui nous fait parler. C'est la raison pour laquelle Lacan disait que l'hétérosexuel est ce qui aime les femmes, quel que soit son sexe propre. D'ailleurs, d'habitude, ce sont les femmes, en tant que mères cette fois-ci, qui initient les bébés à la structure langagière en se faisant leur lieu d'adresse. Mais cette bipartition, comme le dit Lacan, à chaque instant fuyante de l'homme et de la femme, n'est pas une question d'un choix conscient. Ce choix est soumis à ce qui a marqué le sujet au niveau signifiant et au niveau des événements de son corps en tant qu'inscription de jouissance. Si ce texte n'a pas été inscrit par le sujet, il aura pourtant à le signer. Et c'est là où justement il s'agit de la responsabilité que chacun a de son inconscient. Donc, par rapport au tableau de la sexuation, probablement la seule impossibilité est d'occuper à la fois ce deux places, à la fois, donc en même temps. Et je vais ajouter que les sujets, il se peut qu'ils s'inscrivent d'un côté ou de l'autre, selon les circonstances, mais ce n'est pas pour autant une question de choix comme ça qu'on peut faire librement. C'est un choix qui est conditionné par notre inconscient. Par exemple, pour un sujet, il peut être inscrit différemment dans sa langue maternelle et dans une langue étrangère. Et Jean-Pierre Lebrun, tout à l'heure, il évoquait cet accès au féminin en fin d'analyse. Ces positions, donc, ne se réduisent ni à l'anatomie, ni au choix de l'objet sexuel, même si, historiquement parlant, les hommes avaient, et pour une grande part ont toujours, tendance à occuper la plupart du temps une place du côté gauche du tableau et les femmes du côté droit. Et là, je ne parle pas des hommes et des femmes au sens anatomique du terme. J'ai essayé de montrer que ce fait n'est pas sans rapport pourtant avec l'anatomie, car pour l'homme, avoir un organe génital qui a tendance à lui désobéir, de manière si ostentatoire en plus, les prédispose peut-être à une tendance à l'affirmation, comme avoir un trou prédisposé, peut prédisposer à une réceptivité pour la parole de l'autre. Mais actuellement, cette anatomie fait beaucoup moins le destin qu'autrefois, du moins en ce qui concerne le monde occidental. Toutefois, si l'anatomie ne fait pas à elle seule le destin, elle est pourtant un des destins possibles. Et pour cela, il y a quelques raisons. La première est que l'anatomie arrive chez l'humain de manière aléatoire, ce qui peut avoir comme effet l'interprétation de ces hasards de la part de son entourage et de la part de l'enfant en tant que désir venant de l'autre, qui était autrefois la volonté de Dieu. La deuxième raison est qu'elle fait parler les personnes qui accueillent l'enfant, lesquelles aura à se positionner, à son tour, par rapport à la manière que son sexe anatomique a été parlé par les autres. Le discours social, en rapport avec son sexe anatomique, entre en ligne de compte à ce niveau et change d'une époque à l'autre et selon les cultures. D'autre part, comme le dit Jean-Pierre Lebrun, le trou anatomique du féminin, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, donc avec la distinction entre les vides et les trous, donc peut être mis en rapport, comme les phallus, donc comme je parlais, donc comme je disais donc tout à l'heure, donc il peut être mis en rapport pour des raisons aussi anatomiques avec la parole et les logos. Donc les trous donc du féminin, il peut être aussi mis en rapport
avec les vides du langage. Et de manière plus générale, ce n'est peut-être pas par hasard que les pulsions investissent de manière préférentielle les parties du corps qui ont une fonction orificielle. Nos orifices renvoient peut-être de manière métonymique au trou du langage, à condition, bien sûr, de faire une place à ces trous et de ne pas considérer que nous ne sommes pas sujets à l'autre de l'inconscient, lequel est un être avec un trou par rapport au savoir, car, comme Lacan le disait donc, dans ses séminaires encore, ce qu'il sait a des limites. Personne ne peut incarner cet être comme l'hystérique le revendique par les demandes qu'il adresse au maître afin d'avoir une nomination toute phallique de sa part. On peut d'ailleurs se demander, et je vais finir par ça, si les revendications identitaires actuelles ont affaire avec la chute du maître-père, laquelle désespère compte à la possibilité d'une nomination par lui. Dans ces cas, peut-être autant se nommer soi-même. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yorgos. Quels sont les points que vous reprendrez, Mathilde, d'abord ? Merci Yorgos pour votre intervention. Je relèverai pour commencer 2 points. Le premier que je trouve vraiment important, c'est que du coup, vous revenez sur les liens entre phallus et pénis, mais qui rappellent aussi du coup la portée symbolique de cette notion de phallus. Et en même temps, qui s'appuie quand même sur un réel ou une situation de la réalité. Alors ça, je trouve que c'est pas rien parce que ça nous invite quand même à faire attention à cette tendance très actuelle à vouloir refonder une langue en dehors aussi de son histoire, de toute filiation finalement. Et ça, les linguistes a priori vous le diront, hein, c'est-à-dire que chaque langue a une vie et c'est pas le produit d'un tyran phallocrate qui aurait décidé du sens des mots. Bon, à l'heure où le maire de Pantin décide que sa ville va s'appeler Pantine pendant 1 an. Voilà, je trouve que c'est quand même bien de rappeler quand même que, une fois encore, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est que chaque être parlant cherche à articuler le réel à de l'imaginaire et du symbolique. Enfin, voilà, ça. Donc voilà, ça, je crois que c'est important par rapport aussi aux enjeux actuels. Et le deuxième point que j'ai lu que j'ai attrapé comme peut-être vraiment toute la problématique là aussi de votre propos, c'est cette question qui nous travaille depuis ce matin, qui nous met au travail. Est-ce que la primauté du phallus est un fait de structure ? Alors, par rapport à ça, je pensais, parce que j'ai eu l'occasion de lire ça dernièrement, à un article de Patrick Deneter qui est allé étudier les mozos de Chine. Donc c'est une société matrilinéaire, oui, et voilà. Et il voit, et en fait, il constate que, bien évidemment, il y a une fonction phallique qui est éminemment opérante, notamment au regard de toute l'organisation symbolique qui la soutient. Et du coup, effectivement, peut-être que ça pose la question quid de mutations qui toucheraient à la structure même. Alors quoi, de la langue, du langage. Enfin, là, on peut penser, je crois que c'est Catherine Le Yep qui constatait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la langue où la langue tend une fois encore à être novlangue. Il y a beaucoup d'acronymes. Dans les SMS, maintenant, on réduit quand même aussi la langue, parfois à des signes ou des émoticônes aussi. Enfin, alors, est-ce que ça, qui est quand même une modalité particulière de mutation dans le social, est-ce que ça pourrait alors en venir du coup à toucher à des mutations une fois encore sur la structure même de la langue et donc ensuite sur les sujets ou pas ? J'ai l'impression que quand même il y a cette question là qui est saillante dans votre propos. Oui, merci beaucoup Mathilde de vos questions. Et
Voilà, donc pour moi, je veux dire, et peut-être on aura à revoir notre vocabulaire psychanalytique. Hein. Donc peut-être, ça ne me paraît pas absolument indispensable, je veux dire, de parler toujours du phallus, dans la mesure où on va trouver un autre mot, je veux dire, qui pourrait éventuellement répercuter les conséquences différentielles du signifiant. Je sais pas, peut-être, je vois que mon ami commence à exaspérer, mais bon, on a cette discussion fréquemment. Donc, et de même, je veux dire, par rapport à la question, par rapport au nom du père. Hein, donc, je pense qu'aussi, on pourrait penser que, voilà, donc, on pourrait trouver d'autres manières pour exprimer ce qui est une fonction tiers-scission, séparatrice, je veux dire, par rapport au rapport mère-enfant, hein, qui est indispensable, du créé, du dissemblable, je veux dire, et trouver de quelle manière peut se soutenir l'interdit de l'inceste, ça c'est extrêmement important. Mais peut-être on aura, au fil, je veux dire, de l'évolution sociétale, à revoir notre vocabulaire. Et puis, Freud, Lacan, ils l'ont fait. Je veux dire, pourquoi on doit se considérer, hein, donc, que 50 ans après encore, on doit toujours, je veux dire, garder absolument le même vocabulaire. Je veux dire, c'est une manière de faire évoluer aussi voilà, notre théorie et notre pratique aussi. Hein. Quand on parle, par exemple, de jouissance de l'autre, pour parler de ce type de jouissance qui est très, très lié à l'objet, je veux dire, dans sa positivité, hein, donc c'est une manière aussi de faire progresser la théorie sur la jouissance. Quoi, je ne vois pas pour quelle raison on doit considérer voilà, qu'il faut absolument rester toujours avec les mêmes vocabulaires. Merci Yorgos. Je crois que Stéphane voudrait dire un mot pour discuter déjà oui. un pan de ce que tu proposes. Oui, Yorgos, merci pour ton intervention. Bon, on en a souvent parlé. Hein. Personnellement, je ne saisis pas ce que tu veux dire quand tu dis qu'on pourrait changer de vocabulaire. Parce que oui, bien sûr, on peut toujours changer de vocabulaire. Mais comme disait Freud, Freud n'a jamais changé de vocabulaire, ni Lacan, sans des raisons très très fortes. Et Freud disait, quand on cède sur les mots, on cède sur les choses. Je vois aucune raison aujourd'hui de ne pas... je ne vois aucune raison que nous cédions sur le fait que nous ne parlons que dans la mesure où nous sommes articulés au phallus. Ça me paraît un fait. Si tu veux... Je ne vois pas comment la psychanalyse peut justifier son acte si nous ne partons pas de là. Alors, on peut remplacer phallus par schmilblick, je ne sais pas ce que ça donnerait comme effet, mais je ne vois pas ce qu'on y gagnerait, tu vois. Bon, en même temps, j'appréciais bien ta tentative d'essayer d'articuler de manière un petit peu autre ce que nous articulons dans la lignée de Freud et de Lacan. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a là un problème, je ne te cache pas. Oui, mais moi je pense que c'est dans la lignée de Freud et Lacan ce que je développe. Hein. Tout à fait. On va peut-être proposer aux personnes présentes justement de nous interroger sur cette double interrogation. Oui, oui, absolument. Monsieur, peut-être d'abord. Vous dites un mot de qui vous êtes. Peut-être. Tout petit. Bonjour, merci pour les interventions de tout le monde. Je vais poser quantité de questions. La première serait si justement le schéma de la sexuation ne serait-il pas justement, s'il ne tomberait pas à l'exception qui s'y autorise l'ensemble. C'est-à-dire, il est où le pas tout lacanien de pouvoir penser la sexuation. Et si elle devrait être pensée d'une façon binaire, malgré justement l'anatomie du sexe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser la jouissance ou cette, comme je pourrais dire peut-être, révolution phallique à partir du rêve, à partir de la pulsion. Et justement, ça mettrait en question la psychanalyse.
dans le sens de, aujourd'hui, il y avait presque que Freud et Lacan, et heureusement, la psychanalyse n'est pas que ça. Et donc, justement, ça m'a fait penser que donc, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit la psychanalyse lacanienne qui soit la seule à bien conceptualiser, sinon je crois que ça tomberait une jouissance identitaire, peut-être. Et pourquoi pas? C'est-à-dire le fait de... Il y a les psychanalyses de la telle société, de tel institut, et donc qu'est-ce qui se passe dans la psychanalyse? Et... Et bon, seulement pour finir, justement, c'est le fait de ne pas tomber dans cette jouissance identitaire. Est-ce que vraiment de l'inconscient est structuré comme langage, dans le sens de c'est la seule façon de penser les schémas de la sexuation? Je sais pas qui... Jean-Pierre? Je vois pas quoi. C'est-à-dire, tu peux essayer? Je n'ai pas compris. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir suivi votre processus mental, excusez-moi, mais ça me fait quand même rappeler à ce débat-là qui vient d'avoir lieu là, c'est un peu la même chose. Enfin, on est toujours en train de nous demander. Je crois qu'il serait temps d'accepter que l'inconscient, ça ne veut rien dire d'autre que les conséquences dans un appareil psychique de la façon dont celui-ci s'est constitué, eu égard aux premiers autres qui l'ont entouré. Pour moi, c'est ça, l'inconscient. Après, on théorise comme on peut, on profite de Lacan, on profite forcément de Freud, on profite aussi d'autres éventuellement, mais comment est-ce qu'on sert le plus possible les conséquences de ça? Or, avec tout ce qu'on a dit du numérique, de toute une série de choses du langage tout à l'heure tel qu'il fonctionnait, on voit bien que ça disparaît, c'est plus là. Alors pour moi, je ne suis pas du tout pour à tout prix dire il n'y a que Lacan qui a compris ça, pas du tout, c'est pas ça. Je veux dire que l'enseignement de Lacan, il a insisté sur cette question de ce que parler est un trait définitoire de l'être humain et que ça a des conséquences, par le biais que je vous dis, parce que si on dit que l'inconscient, c'est comme je vous l'ai dit, ça veut dire que le passage du corps à corps avec la mère s'en est suivi au mot à mot, qui permet justement de devoir prendre conscience ou de devoir accepter qu'un sujet s'est constitué par les autres qui l'ont entouré. C'est en ça qu'il est complètement aliéné, tout sujet que nous sommes, et qu'il faut tout un travail psychique pour arriver à prendre sa position de sujet tel que vous et moi, pour le moment, nous l'avons. Enfin, oui, je veux qu'on revienne à ces principes-là. Et c'est pour ça que je trouve que cette notion d'inconscient reste radicale aujourd'hui, mais que nous nous mettions tous au travail pour essayer de le réidentifier, avec toute la question éventuellement des mots, des concepts qu'il faut changer, des évolutions. Ça me semblerait tout à fait un travail intéressant et à faire, et pour lequel j'espère que nous pourrions soutenir d'en être la cheville ouvrière tant que faire se peut. Merci Jean-Pierre. Merci. Vous souhaitiez poser une autre petite question? Juste un point. Oui, c'est seulement justement le fait que c'était ajouté à ce que le professeur Dimitri disait, dans le sens de... Est-ce que, à mon avis, ça m'a fait penser, pourquoi est-ce qu'il fallait attendre cette, disons, révolution phallique pour se mettre en question la psychanalyse ou les concepts? Oui. Je veux bien comprendre comme révolution phallique, parce qu'aujourd'hui, on parle de, bon, justement de la jouissance, de phallus et de cette révolution, disons, identitaire, si de quelque façon on pourrait la nommer de quelque façon. Et c'était justement ça, que s'il fallait attendre maintenant pour se questionner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a pour se questionner que maintenant et pas avant. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette question, la psychanalyse elle-même. Merci. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Oui, écoutez, peut-être parce que cette revendication identitaire, peut-être, elle a beaucoup à faire avec les tout phalliques. C'est-à-dire que c'est comme si... Et l'absence d'admettre actuellement, je veux dire, d'une instance qui a de maîtrise qui renvoyait auparavant au père, je veux dire, l'absence de cette place, je veux dire, centrale dans nos sociétés,
Et fait que donc, il y a aussi peut-être des revendications qui vont dans le sens, je veux dire, de demander, je veux dire, de revendiquer. Donc, ces revendications, donc, c'est de revendiquer d'avoir entré, et qui renvoie au tout phallique. Peut-être c'est ça pourquoi on se pose tellement de questions par rapport à ce que ça pourrait être le tout phallique. Et puis peut-être c'est comme ça que je me suis questionné aussi de comment ça s'est fait. Je veux dire que finalement c'était ces signifiants particuliers qui a conditionné pendant des millions. Hein. Donc là on parle peut-être de l'évolution même de notre espèce. Je veux dire de quelle manière il a occupé cette place dans l'imaginaire de mythe, de la religion, et éventuellement aussi dans la théorie psychanalytique. La théorie psychanalytique, elle est venue aussi expliquer, je veux dire, des faits cliniques. C'est comme ça, je veux dire, qu'on avance dans la théorie psychanalytique. C'est parce qu'il y a eu un déclin des âges, je veux dire, depuis quelques centaines d'années, mais surtout donc, pendant le 19e, c'était d'une part le déclin du patriarcat, d'autre part la montée, je veux dire, de la science, je veux dire, qui a fait que Freud, d'une part, je veux dire, il a eu affaire avec la clinique des névroses, et d'autre part, je veux dire, il a créé le concept psychanalytique qui était en rapport avec les phallus, parce qu'il avait affaire avec cette clinique très liée au père, à la question du père. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a d'autres questions. Monsieur, là-haut, oui. Si vous voulez bien, René François. Non, vous pourriez, mais on ne pourrait pas enregistrer. Alors, c'est une question pour sortir des effets de langage, on va dire, et questionner sur le rêve, en fait. Vous avez parlé de l'image spéculaire, et comme un fait clinique, comme quoi tous nous naissions comme garçons. Et je pense que dans les rêves, nous avons aussi une forme de matérialité ou matérialité. Et il me semble que tout ce qui s'articule autour du langage de l'être parlant trouve aussi à s'articuler dans le rêve. Et je trouve dommage qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur cette matérialité du rêve pour rendre compte des fonctions telles qu'elles sont exposées, fonctions phalliques, nom du père et autres. Je crois que on a là aussi des éléments de matière qui sont de l'ordre du factuel et ce qui pourrait nous intéresser, par exemple, ce sont aussi les rêves des collectifs ou des collectivités dites identitaires, où se jouent des jouissances plus identitaires. Voilà. Merci. Stéphane, si tu veux dire un mot à propos du fantasme et du rêve. Oui, j'entends que vous trouvez que nous n'avons pas assez pris en compte le rêve dans la mise en œuvre des termes que nous employons. Mais je voudrais juste vous peut-être attirer votre attention sur le fait que quand j'ai évoqué une suite de signifiants qui, tout d'un coup, vont faire l'objet d'une coupure qui va avoir une valeur littérale, c'est-à-dire qu'on va lire cette suite signifiante de telle ou telle manière, et les manières peuvent être variables. J'ai dit c'est très exactement ça l'opération phallique, parce qu'il y a le phallus imaginaire, mais il y a le phallus symbolique. C'est le phallus symbolique qui nous intéresse ici. Le tout phallique, il est forcément imaginaire, et nous travaillons avec l'imaginaire. Mais je crois que nous, à travers ce que nous disons, vous pouvez tout à fait aborder le matériel du rêve. Hein. Enfin, c'est même primordial de le faire. Nous travaillons à partir de là.
Donc merci pour votre remarque. Y a-t-il d'autres questions? Plusieurs. Si vous pouvez descendre le micro. Ah, vous l'avez là-bas. Oui, pardon, allez-y, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Enfin, j'y arrive pas. Ah, allô? Si, vous êtes branché, allez-y. Ok. Non, c'est plus une remarque, une question. Moi, je suis arrivé que pour l'intervention de M. Dimitriadis. Et ce qui tournait, c'était, est-ce qu'il vaudrait mieux pas plutôt creuser la question de l'identité par le nom, comme vous avez fait sur les 2 dernières phrases de la fin, avant tout, plutôt que de creuser l'identité par le corps. Même si identité est un mot qui pose problème, puisqu'on parlait plutôt de devenir sujet. Ou on pourrait dire advenir sujet en travaillant la question du nom, plus que advenir sujet en travaillant la question du corps. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Et de toute manière, les traits identitaires, ça vient de l'autre. Hein? Je veux dire, la revendication, par exemple, de se nommer soi-même fait appel à l'autre. Hein? Autrement, je veux dire, si quelqu'un il voudrait, je veux dire, dire qu'il est de tel genre, par exemple, il n'aurait pas du mal à le faire. Hein? Mais c'est une revendication en même temps. Dans notre société, je veux dire, actuelle, ça prend la place d'une revendication. C'est encore donc, un appel un peu, peut-être, sans être éventuellement déclinologue, mais c'est un appel un peu désespéré, je veux dire, pour finalement avoir une nomination. Mais, voilà, donc, je ne crois pas qu'on puisse se nommer soi-même, à moins qu'on ait délire. Là, c'est tout à fait possible. Je veux dire, on le voit dans la clinique de psychose. Mais autrement, je veux dire, toute nomination qui pourrait être prise dans un lien social vient de l'autre. Nous vient de l'autre. Parce qu'on a été déjà, comme Jean-Pierre Lebrun vient de souligner, on a été formé comme ça, je veux dire, dès le départ. On a été soumis à cette condition de l'autre, je veux dire, pour arriver à avoir un trait qui pourrait nous servir de nomination. Je ne sais pas si je réponds. Merci. Jean-Jacques Gorog. Oui, non, c'est une remarque, je le rappelle souvent, et je trouve que ça ne vient pas tout à fait là, dans la chronologie. Cicéron disait « Ah, le père, c'est plus que c'était. » Je veux dire, ça tempère un peu la chute du père. Elle existait à Rome, vous voyez, dans l'ancien temps. Déjà, on se plaignait que le père n'avait plus les pouvoirs d'avant. Il ne les a jamais eus. Mais voilà, bien sûr. Jean-Jacques, tu as tout à fait raison. Il ne les a jamais eus. Voilà. Le père est un idéal qui n'a jamais existé. On se réfère à son nom. C'est pas du tout la même chose que de se référer à la chose. Autrement dit, à un père réel. On se réfère au nom, c'est tout. Parce que le nom, c'est un symbole et purement un symbole. Oui. Merci encore pour votre contribution. Et c'était un peu une surprise pour moi que j'ai l'impression que vous avez parlé beaucoup de phallus. Et en relation de séminaire Wong, j'ai l'impression que Lacan nous donne une grande donne. C'est pas le phallus, c'était des années avant, comme vous avez expliqué, avec des articles sur la signification du phallus. Mais plus tard, dans des séminaires avant, j'ai l'impression que le grand temps de Lacan, c'était les objets A, et montre de l'importance des objets A pour nous. Et
à la fin aussi pour la société, pour ce autre ordre, pour des valeurs féminines. Et à cause de ça, j'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessaire d'inventer un nouveau concept pour le phallus, mais regarder plus à cette importance de l'objet A qui est un don de la mère comme premier autre. Et voilà qui est pour moi quelque chose comme une précondition pour trouver le ordre des signifiants. Donc le ordre des langues, de symbolique. Sans objet A, je ne vois pas d'entrée. Merci. Merci beaucoup, Eva. Stéphane souhaite répondre. Stéphane, tu as le... Ou Yorgos. Oui, oui. Écoutez, effectivement, je veux dire, l'objet petit a, hein, Lacan, il a revendiqué comme sa seule découverte conceptuelle en psychanalyse. Il n'a pas parlé du phallus, par exemple, même s'il a beaucoup fait avancer les concepts du phallus, en les différenciant justement du pénis. Parce que chez Freud, le terme de phallus apparaît 2 fois en tout. Autrement, il parlait de pénis. Et en ne faisant pas une distinction nette entre l'aspect symbolique et les aspects imaginaires ou de l'organe. Donc, et c'est justement pour ça, je veux dire, qu'on a commencé, je veux dire, on a écrit un argument pour cette journée en rapport avec la question de l'objet petit a. Et la logique de la sexuation, elle recouvre justement cette impossibilité de recouvrement, je veux dire, de l'objet petit a par la fonction signifiante, par la fonction phallique aussi. Mais elle projette cette logique sur les rapports entre les sexes. Moi, je l'entends de cette manière-là. En fait, on a repris cette question de l'objet petit a. Elle n'est pas tout, c'est ce qui échappe aussi à la signification phallique, comme l'objet A le fait à sa manière. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane ? Oui, je voudrais vous remercier, madame, pour votre remarque. Bon, comme l'a rappelé à l'instant Yorgos, nous avions évoqué l'objet petit a dans l'argument, mais vous faites bien de rappeler l'importance de la référence à cet objet. Nous ne pouvions pas, évidemment, parler de toutes les questions importantes de ces 2 séminaires, l'angoisse dans laquelle il inscrit l'objet petit a, et puis encore dans lequel il reprend ça. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous faites remarquer très justement que l'objet petit a renvoie au premier temps du rapport avec la mère et à la façon dont se constitue l'objet dans le rapport à l'autre. Mais alors justement, ça fait partie de l'importance, à mes yeux, de ce signifiant phallus, c'est que quel va être le destin de l'objet petit a s'il ne peut pas passer par l'épreuve de la sexualisation de la jouissance, qui n'est nullement obligatoire. C'est pour ça que je dirais que mon camarade Yorgos, personnellement, je te donnerais tout à fait raison, mais la seule chose, c'est que si on choisit un autre terme, on risque d'être porté vers ce dans quoi la tendance actuelle nous porte, c'est-à-dire de choisir un terme qui viendra entériner la prévalence du petit a sur une jouissance sexualisée, quoi. C'est ça qui me ferait peur, moi. Enfin bon, en tout cas, merci pour votre Stéphane. remarque. Si vous vouliez prendre la parole. Oh, si, c'est bon, j'ai vu. Merci. Bonjour monsieur, en reprenant votre discours et celui de Stéphane Tiberge, où il y a une inscription, et ce que disait Charles Melman, c'est que les dieux en l'Antiquité, c'était sympa, hein, ils venaient, ils s'invitaient, il y a même des représentations imagées d'un homme en érection, et puis avec le tableau de Watteau, etc. Or, l'idéal du père dans les religions monothéistes, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment régulateur, parce que s'il déconne, entre guillemets, eh ben, ça devient comme une tumeur maligne qui n'obéit à rien, et le malin, c'est le diable. Or, il faut aussi peut-être évoquer
ce père régulateur qui peut être aussi, qui peut s'amuser à déconner, et qui n'est plus régulateur même dans l'organisme. Et ça devient le malin, le diable. Et ce diable-là, personne n'en a voulu dans les religions monothéistes. Et c'est comme ça qu'on les appelle les tumeurs malignes, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Stéphane, peut-être. Merci beaucoup. Il y avait une autre question et puis nous conclurons. Oui. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Et je parle. Et vous voulez dire que pour les dieux, pour le monothéisme, il est dans le réel, tandis que, comme Charles Melman le disait, Bien sûr, bien sûr. les malins, il est masqué. Le diable, dans la religion monothéiste, hein, il est masqué. Et oui, mais peut-être, je sais pas, peut-être il fallait passer par le monothéisme pour découvrir la vacuité de ces lieux. Hein, peut-être qu'on n'aurait pas passé, je veux dire, si on n'avait pas passé par les monothéismes, on n'aurait pas eu accès au lieu de l'autre en tant qu'évacué par une instance quelconque. D'ailleurs, c'est ça pourquoi, hein, donc, je pense que Lacan disait que les plus grands athées, c'est les théologiens. Hein, il faut être vraiment théologien, hein, pour justement pouvoir arriver jusqu'à... Voilà. Merci, Yorgos. Monsieur. Oui, je voulais revenir sur cette question de nomination et de dénomination à propos du phallus, parce que je m'interroge sur ce changement de vocabulaire également. C'est vrai qu'on pourrait dire que si le phallus a cette prétention, cette vocation à faire un, on voit bien qu'il n'y a aucun signifié qui peut vraiment le désigner. Et j'ai quand même l'impression que c'est cette question fondamentale qui nous occupe, les analystes, de l'innommable, de ce qui ne peut pas être nommé, dont il est question. Et alors j'ai l'impression là qu'en voulant changer le vocabulaire à tout prix comme ça, on contribue à mettre cette question sous le tapis. C'est-à-dire qu'on quand même on se tire une balle dans le pied. Voilà, c'est ma remarque question. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez étonné de voir à quel point, par exemple, chez les psys en général, cette question cette confusion, par exemple, entre le phallus et le pénisneide, chez Freud, cette confusion assez élémentaire, fait florès, c'est-à-dire fait figure maintenant de certitude. Donc il y a cette question quand même de... Le phallus, c'est un signifiant un peu particulier. Je crois même que Lacan disait que c'était plutôt un signe. Enfin, il y a quelque chose comme ça, encore une fois, il y a une équivoque et quelque chose de l'innommable. D'autre part, dernière remarque par rapport à ça, il y a aussi une question de structure, c'est-à-dire que, c'est pas pour faire des raccourcis, mais quand même, le phallus, on pourrait dire, c'est la structure. Qu'est-ce qui soutient la structure, sinon quelque chose qui est en lien avec le manque, donc avec ce que le phallus est censé représenter. Sinon, alors à basculer dans une jouissance hors phallus, c'est-à-dire quelque chose qui nous amène sur la psychose tout de suite. Hein. Voilà, donc qu'en est-il de ce changement et de cette motivation-là à vouloir changer le vocabulaire, comme on dit. Merci. Oui, merci pour votre question. Hein. Donc, ça recoupe un peu la remarque de mon camarade Stéphane et Vierge. Donc, écoutez, ce n'est pas ce n'est pas une volonté à vouloir absolument changer de vocabulaire. Hein. Charles Melman, il disait pendant les dernières années, il disait que peut-être on a les psychanalystes, on a peut-être raté quelque chose par rapport à ce qui est en position de commande. Et là, je vais revenir sur la question précédente, sur l'objet petit a. Il disait que ce qui est en position de commande, ce n'est pas les 1, mais c'est l'objet petit a, c'est-à-dire ce qui fait aussi trou, d'une certaine manière. Trou par rapport à la signification. Donc ça ne me paraît pas exagéré donc, de vouloir, dans la suite de cet enseignement, je veux dire, donc, essayer de comprendre déjà
c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui, je veux dire, de comprendre pourquoi déjà ces signifiants particuliers. Peut-être, je veux dire, de dire les pourquoi ces choix de signifiants dans la culture de millénaire, hein, donc dans la psychanalyse aussi, peuvent nous amener à avancer un peu sur la clinique. Et pour vous donner un exemple, je veux dire, vous avez parlé de la clinique psychanalytique et de la question du manque. Si je vous pose la question, est-ce que les psychotiques, est-ce qu'ils ont un désir? Est-ce que vous saurez répondre à cette question? Est-ce qu'on a déjà, je veux dire, dans notre théorie, des moyens pour concevoir qu'est-ce que c'est le désir chez les psychotiques? Je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire énormément de choses là-dessus. Il n'y a pas peut-être énormément de... je ne sais pas, moi je ne connais pas en tout cas plusieurs textes sur la question du désir du psychotique. Bon, ça sera peut-être... ça serait notre prochain colloque. Un moment où on va travailler. On va conclure, si vous voulez bien. Stéphane, si tu veux bien, on va s'arrêter là, je pense. Et tu vas dire quelques mots de conclusion, et puis voilà. Si tu veux, si la présidente me demande... Oui, la présidente te demande de bien vouloir... Bon, alors, puisque j'ai ouvert ce matin, je vais conclure cet après-midi. Bon, écoutez, il me semble que, en partie, grâce à la qualité de votre auditoire et de votre attention, je pense que nous avons pu travailler d'une manière intéressante en évoquant des questions, comment elles sont ouvertes, comment elles sont en discussion, notamment entre nous, pourquoi pas, hein, c'est normal. Je voudrais juste revenir sur un point là qui m'a... Vous aviez tout à fait raison d'évoquer la corrélation entre le terme de phallus et la structure qu'il traduit et qu'il désigne et pour laquelle il donne un appui. J'ai juste peut-être une nuance à apporter à votre propos, c'est que faire un, c'est le propre de l'amour. Le phallus ne fait pas un, il fait deux. Fondamentalement, il fait deux. Et de ces deux, il ne peut jamais faire un, sauf par appel encore, comme dit Lacan, à l'amour du côté de l'autre. Et nous savons bien que, faute de trouver un corrélat à cette faille qui nous fait désirer, faute de lui trouver un corrélat qui soit assuré, qui fasse, comme dit Lacan, qui fasse rapport sexuel, en tout cas jusqu'à présent. Parce que là, c'est là plutôt que je ferais personnellement porter la question, c'est-à-dire le rapport sexuel, c'est pas forcément obligatoire ni écrit pour toujours qu'il ne soit pas articulable. Lacan laissait penser de temps en temps que peut-être il pourrait être une fois articulé, peut-être il avait été articulé. Mais en tout cas, le phallus, lui, il fait deux, nécessairement. Ou s'il fait trait, c'est comme le trait unaire, c'est-à-dire c'est un trait séparateur. Voilà. Écoutez, merci vraiment pour la qualité de votre attention qui nous a permis de travailler vraiment pas mal. Et bonne soirée.